Bonjour et bienvenue sur Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Michael Ferrari dans le cadre de la sortie de son bouquin récemment sorti aux éditions Alesio. Par ici, la sortie qui est justement un livre qui est destiné à nous aider à développer notre intelligence financière et à marcher vers notre liberté financière. Alors déjà, avant tout, Michael, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir et très heureux d'être là. Alors, Michael, c'est l'un des pionniers en francophonie sur les questions de liberté financière. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Je suis Mickaël Ferrari et donc j'ai créé un blog qui s'appelle Esprit riche en 2007 et avec cette envie de comprendre déjà ce qu'était l'argent et de me libérer financièrement, c'est-à-dire de ne pas être salarié jusqu'à la retraite. En partant de zéro, d'une famille qui était même surendettée, j'ai dû apprendre tout cela et puis faire mon propre chemin et c'est ce que je raconte notamment dans le livre. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que justement, tu déconstruis cette fameuse croyance selon laquelle on est forcément issu d'une famille friquée pour se lancer sur les questions de l'investissement et du business. Et quand on regarde la réalité des choses aujourd'hui, bah, c'est assez peu le cas. Notamment, je ne sais pas si tu as lu le fameux livre Le millionnaire next door, le millionnaire d'à côté. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont devenus millionnaires sont des anciens profs, des personnes issues de familles ouvrières qui ont décidé d'épargner et d'investir et de transformer leur réalité financière pour ne pas vivre la même chose que leurs parents. C'est également ton cas. Exactement, exactement, c'est mon cas, parce que moi, mes parents ont été ouvriers toute leur vie, et donc je partais de zéro. Et effectivement, dans ce livre, alors ce livre, c'est un peu plus vrai aux États-Unis. En France, il y a un peu plus le côté, il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. C'est quand même un peu plus casté en France, même si on n'aime pas du tout ce mot-là en France. Il y a quand même une caste qui a de l'argent. Aux États-Unis, c'est un peu plus ouvert, mais il y a quand même cette idée. Moi, c'est ce que je voulais faire pour moi, de toute façon, c'est-à-dire de dire comment tu fais quand tu pars de zéro pour te créer un patrimoine, te créer des revenus, entreprendre, en fait, parce que tout ça est intimement lié. J'ai réussi à le faire jusqu'à un certain niveau, donc je suis assez content de pouvoir partager et puis encourager les gens qui posent la question aujourd'hui. Alors finalement, marcher vers sa liberté financière, c'est beaucoup déconstruire ses croyances vis-à-vis du temps, de l'argent et du travail. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à switcher, justement, à passer du salariat vers l'entrepreneuriat? Alors, il y a plusieurs choses. La première des raisons, c'est quand je me suis rendu compte que le milieu, le fonctionnement du salariat n'était pas épanouissant pour moi. Par exemple, j'ai un ami, lui, il adore aller dans l'entreprise. Il est salarié à la SNCF et il adore parler avec ses copains à la machine à café. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est important pour lui. Il est sincère. Moi, c'est pas du tout un truc. Pour moi, c'est plutôt même une torture, ces moments-là où, tu sais, on va parler du boss, les projets, le client, machin. Voilà. Ça fait pas avancer. Tu vois, j'ai pas l'impression de grandir dans ces moments-là. Et en entreprise de manière générale. Donc, j'ai été assez frustré. J'ai été salarié que 2 ans dans ma vie. Et j'ai été assez frustré du fonctionnement, du fait que tout était assez bloqué. Par exemple, à un moment donné, je me suis demandé jusqu'où ça me permettrait d'aller. Là, si je continue quand j'étais salarié, je me suis dit, bon, ok, je vais peut-être parler à quelqu'un qui a fait le même diplôme que moi, mais qui a peut-être 10 ans d'expérience. Donc, j'ai cherché, tu vois, je suis allé trouver une personne, je suis allé l'interroger, je lui ai dit, voilà, c'est quoi ton poste, c'est quoi tes revenus aujourd'hui. Et en fait, en 10 ans, il avait progressé à peine plus, il avait peut-être 30% de salaire en plus. Et voilà, il n'y avait pas d'évolution possible dans ce milieu-là. En plus, sur des postes où il n'y avait pas non plus d'évolution importante. Et donc, je me suis dit, c'est pas pour moi. En fait, à partir du moment où tu veux avancer, le salariat, je le trouve pas adapté, à moins d'aller dans une start-up. Mais si bosser dans une boîte classique ou autre, ça n'a pas trop d'intérêt. Si tu veux monter en compétence, si tu veux prendre tes décisions par toi-même, si tu veux baisser des chances sans avoir à demander 25 autorisations, bientôt il faut demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Donc tout ça, ça ne me convient pas. Donc je suis devenu entrepreneur par défaut, en fait. En fait, un besoin d'autonomie, c'est souvent ce qui Ouais. guide. D'ailleurs, les dernières études qui ont été menées justement sur le désir d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui motive les personnes qui switchent vers l'entrepreneuriat? C'est avant tout le fait d'avoir envie d'être plus libre, de gérer leur temps, une volonté de croissance, en fait, c'est du développement personnel finalement, le fait d'entreprendre et puis également ce désir d'autonomie. Je pense qu'on est nombreux à y venir pour ça. Oui, oui, et puis en plus, le corollaire de ça, c'est que c'est les revenus, hein, parce qu'on parle quand même d'argent. Tu es très très vite plafonné quand tu es salarié. Tu captes Bien sûr. une petite partie de la valeur.
Alors, tu prends moins de risques, mais tu prends une toute partie des valeurs. Donc, j'ai aussi vite vu que, dans mon cas, j'ai passé de salarié à freelance dans le même métier que ce que je faisais au début. Et j'ai vu que mon salaire, il pouvait faire fois 6, fois 8 quoi, dans ce que je faisais. Parce qu'en fait, on était sur un fonctionnement où, dans mon métier de consultant, mon métier d'avant, un consultant qui peut facilement travailler quasiment en direct avec des boîtes, et puis garder 80% de ce qu'il facture sans problème, plutôt que d'être salarié à 2 000 € par mois, quoi. Donc revoir son rapport au temps et à l'argent. La même chose, là, tu parlais, du fait que, tu as démarré en tant que consultant, en fait. J'imagine qu'assez rapidement, tu t'es rendu compte, que ça n'était pas, entre guillemets, «un bon plan», que de vendre son temps contre de l'argent. Et c'est comme ça, certainement, que tu t'es Oui, lancé dans la constitution d'une stratégie qui est tournée autour de revenus passifs. oui, oui. Alors, sachant que, oui, je m'en suis rendu compte, mais moi, j'avais quand même j'étais quand même dans une niche à l'époque que j'ai quand même préféré exploiter parce que, bah, j'étais consultant dans une espèce de niche avec des très bons tarifs, très peu de concurrence. Et si c'était quand même assez confortable. Donc j'ai un petit peu profité de ça pendant des années. Et puis après, ça a coïncidé le fait voilà, d'échanger son temps contre de l'argent, de devoir aller chez le client avec l'arrivée de mon premier enfant. Et là, voilà, là, je me suis dit, OK, c'est le moment de basculer entièrement. J'avais déjà commencé à investir dans l'immobilier, j'avais déjà commencé à faire pas mal de choses parce que j'ai beaucoup fait de choses en parallèle. Et à ce moment-là, oui, j'ai entièrement basculé vers plus une partie entrepreneur, on va dire. Et ça, c'est, la principale motivation justement des femmes qui entreprennent, c'est d'équilibrer mieux, le rapport en équilibre vie personnelle et professionnelle et notamment quand on devient maman. Oui, ben voilà, c'est un peu la même chose pour moi. Et pas mal de femmes justement ont cette croyance limitante qui est, que le fait de devenir entrepreneur va être quelque chose de très compliqué, très difficile. Alors que moi je me rends compte que c'est plus facile de faire coexister sa vie de maman avec, le fait d'être entrepreneur que le fait d'être salarié. On est obligé de se plier en fait à des horaires et des conditions de travail qui conviennent pas forcément non plus à nos vies de maman. Oui, oui, effectivement, ça dépend des positions, enfin, des jobs et des entreprises. Il y a certaines qui offrent une bonne souplesse, mais c'est vrai que souvent, il y a des questions d'horaire assez précis Mmh. et qui rendent la vie dure aux mamans et puis à tous les gens qui veulent gérer un peu leur vie perso, les contraintes, les rendez-vous qu'il peut y avoir dans une journée qui parfois c'est beaucoup plus pratique de juste prendre une heure d'aller faire son rendez-vous plutôt que de réorganiser toute sa journée, de reporter son rendez-vous, d'être en stress à cause de ce genre de situation. Et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans le livre, hein. Je pense que des facteurs de richesse, bah, c'est la souplesse temporelle, que notamment l'entrepreneuriat. Alors une vraie question, c'est de passer du mythe de la richesse et de réfléchir à ce qui rend réellement notre vie riche et ce qui rend réellement notre vie riche, c'est d'accorder notre temps à ce qui fait sens pour nous. Exactement. De toute façon, ça, moi, c'est quelque chose que j'avais identifié dès le départ. En fait, j'ai pris beaucoup de temps pour travailler sur moi, travailler sur ma relation à l'argent, comprendre ce que c'était, etc. Et me rendre vite compte que avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, tu peux vivre des expériences exceptionnelles, mais en fait, c'est plus un poids qu'autre chose. Qu'en tout cas, il n'y a pas du tout de lien entre le bonheur et le niveau d'argent passé un certain point. Alors, il y a une étude qui est souvent reprise qui situe ça à 70 000 euros par an. Voilà, c'est à peu près. Mmh. En fait, à partir du moment où tu n'as plus trop à compter au quotidien et tu as du temps pour toi, tu n'es pas en pression de 70 heures par semaine. En fait, beaucoup de gens, tu as un truc qui est intéressant, tu as atteint un niveau de bonheur qui est déjà assez optimisé. Donc, je m'en suis rendu compte dès le départ. Après, il y a des phases aussi dans la vie, il faut aussi comprendre ça. Je pense que c'est un message important que si tu es la première fois que tu entreprends, que tout est nouveau, bah là, il faut quand même s'investir. Là, la question du temps, elle ne compte pas, en fait, hein. Il faut le faire décoller, il faut apprendre. C'est une phase. Mais l'idée, c'est pas d'être dans cette phase pendant 10 ans ou 20 ans, quoi. Voilà. Cette phase, elle sert un but qui est de dire, bah, dès que j'ai mis ça en place, dès que j'ai atteint, signé ce type de client ou atteint ce niveau de prestation, je vais pouvoir me libérer davantage ou optimiser davantage de ce que je fais. Et on le voit dans tous les marchés, il y a des gens qui font, j'allais dire quasiment le même service, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a un tout petit peu d'amélioration de service, mais il y a surtout bah, l'image de marque, il y a surtout tout ce qui va autour, qui fait que cette personne, elle peut facturer 2, 3, 10 fois le prix et puis vivre une vie qui soit plus équilibrée et enrichissante pour elle, quoi.
Et en fait, le secret du changement, on pourrait le résumer de cette manière-là, et je crois que tu le dis dans ton livre, c'est le fait d'accepter une forme d'inconfort pendant 2, 3, 4, 5 ans pour transformer sa vie financière et être finalement plus libre dans un second temps. Oui, 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 alors ça, dans les croyances, limitantes, hein, il y a beaucoup cette idée, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, par exemple de métier ou Mmh. devenir investisseur, évidemment, quand c'est nouveau, c'est forcément inconfortable. Le truc, c'est qu'on a quand même beaucoup été habitués à éviter l'inconfort. On vit des vies qui sont extrêmement confortables sur beaucoup d'aspects et on a tendance, et surtout quand on est salarié, à ne pas tolérer l'incertitude, à ne pas tolérer le moindre doute. Et entreprendre, c'est justement douter, c'est aller vers le doute. Investir, c'est aussi la même chose, puisque tu ne sais pas comment va se passer ton investissement. Il n'y a rien de garanti. Et je sais que des fois, je recevais des questions de gens qui me disaient, mais est-ce que le rendement est garanti? Il n'y a rien qui est garanti dans la vie. Donc, pourquoi le rendement serait garanti? Ça va dépendre de comment ça se comporte, de comment c'est géré, de comment ça va dépendre de beaucoup de choses. Et j'appelle ça l'illusion du contrôle en fait, cette volonté de Mmh. contrôler, notre vie, jusqu'à son dernier ressort. Oui, oui, mais c'est totalement ça, hein. On vit dans cette illusion, collective que l'on contrôle tout, que tout est prévisible, que et donc faut sortir de tout ça parce que c'est plus une prison, ouais, qu'en fait une réalité. Et finalement, apprendre sur tous ces sujets, c'est aussi extrêmement enrichissant intellectuellement. Oui, 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 c'est un domaine très vaste. Quand on commence à tirer sur la pelote de l'argent, de la gestion de l'argent, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, c'est extrêmement vaste. Donc, c'est et intellectuellement, c'est passionnant. Il y a tout le côté, sciences cognitives, le comportement humain qui est à part entière, prépondérant dans tous ces sujets. Donc, je trouve ça, moi, très intéressant. Justement, elle est importante cette question de sortir du mythe de la sécurité. La plupart des personnes continuent à considérer en France, qu'une réelle sécurité financière, c'est le fait d'avoir un CDI. Or aujourd'hui, une réelle sécurité financière profonde, c'est plutôt le fait de développer plusieurs sources de revenus diversifiées, pour être sûr de parer à, toutes les situations économiques qui pourraient se passer. Alors moi-même, je suis économiste, donc je suis bien placée pour le savoir. On ne peut pas prévoir l'avenir et on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on peut espérer le meilleur et poser des pions à différents endroits pour être sûr de se prémunir du risque. Finalement, une des meilleures stratégies, c'est la diversification aujourd'hui. Oui, je pense que ça reste toujours une bonne idée. Alors, il y a toujours ce débat, qui consiste à dire, il vaut mieux avoir peu d'investissements, mais spécialisés, bien les surveiller. Ça marche pour, je pense, des gens exceptionnels, mais pour la plupart d'entre nous, je pense qu'il vaut mieux avoir une diversification et effectivement, la sécurité, c'est toujours, là aussi quelque chose d'assez illusoire. Mmh. Il vaut mieux avoir des marges de sécurité. Moi, je préfère raisonner en marge de Oui. sécurité, donc en épargne de précaution, en marge de sécurité sur les investissements. Et pour moi, c'est tous les actifs que l'on possède qui vont contribuer à la sécurité financière déjà, on va dire dans un premier temps, d'une personne. Donc avoir différents actifs à différents endroits, sous différentes formes, c'est ça qui garantit la sécurité. Le salariat, c'est extrêmement risqué en fait, hein. Les gens ne se rendent pas compte parce que, sauf le jour où ils sont dans un plan de licenciement, et là, ils se rendent compte que la sécurité, elle est terminée s'il n'y a rien qui a été fait à côté. Euh, mais ça, c'est comme souvent, hein, il y a une inversion des mots. Les mots ont un sens. Et la sécurité du CDI, c'est tout sauf une sécurité. On est passé en quelque part d'une culture, de la sécurité où, aujourd'hui, je pense qu'un des enjeux principaux, c'est d'apprendre tout le temps. On se rend compte qu'on est dans une société où l'innovation, les connaissances évoluent énormément. En fait, ça n'a jamais évolué aussi vite. On le voit actuellement avec ce débat sur les intelligences artificielles. Finalement, le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'investir sur soi déjà et d'apprendre en permanence. Oui, 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 bah, si on revient sur les actifs, le principal actif, c'est soi, ses connaissances, sa capacité à apprendre, à évoluer, son ouverture d'esprit sur les nouvelles approches, et cetera. Je pense que ça reste l'élément fondamental. Et si on fait le contraste avec, beaucoup de postes, pas tous, mais beaucoup de postes de salariés, où tu es hyper spécialisé dans une tâche et où on ne veut pas que tu fasses autre chose, parce qu'en général, tu es là, tu sais pas trop mal faire ce que tu fais, donc on ne veut surtout pas que tu changes, parce qu'il Et oui. faudrait trouver quelqu'un d'autre et le former, donc ça va embêter tout le monde. Donc tu restes là, tu fais rien de nouveau, et en fait, plus le temps passe, plus tu déconnectes des nouvelles pratiques, des changements de tendance, même de l'évolution même de ton propre métier souvent.
ce que j'ai observé. D'où la notion d'hyper-insécurité du CDI dans ce genre de configuration, quoi. Donc il faut se méfier de l'inconfort de notre propre zone de confort finalement. Oui, il faut se méfier de l'illusion de sécurité. Bien sûr. Là, on passe de cette notion en fait de mentalité fixe, qui est une mentalité qui est très française, où on a peur d'apprendre et on a peur de cette notion d'échec. Alors finalement, ce qu'on considère comme un échec, c'est un apprentissage et c'est une marche obligée vers notre réussite, à cette culture de tenter plein de choses pour trouver déjà quelles sont les bonnes solutions pour nous, parce que ce soit en matière de business ou d'investissement, à chacun et à chacune ses valeurs et sa manière de devenir entrepreneur et investisseuse. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Il faut trouver sa formule, trouver, sa manière d'entreprendre, le sujet. Il y a plein de modalités aujourd'hui possibles. Chacun doit élaborer sa formule et en ayant justement l'esprit ouvert parce que, par exemple, la question du travail à distance qui Mmh. aujourd'hui est beaucoup plus courante, mais il y avait déjà des gens avant, toute la période qu'on a connue qui, travaillaient à distance, qui s'aménageaient du temps, qui avaient négocié le fait d'être présents quelques jours. Parce que voilà, ils ont une ouverture d'esprit, parce qu'ils ont eu, le pouvoir de négocier, parce qu'ils étaient dans de bonnes configurations. Donc c'est important de garder à l'esprit qu'on peut créer une vie sur mesure et ça a toujours été un de mes motos, de dire: «On peut créer une vie sur mesure» et créer une vie sur mesure, c'est pas une vie sans contraintes. C'est une vie dont on a choisi les contraintes. Des contraintes, on en aura toujours. Par exemple, tu peux être beaucoup plus au contact de la nature, mais souvent, ça, la contrainte que tu as dans ces cas-là, c'est un petit peu l'éloignement. Donc, il faut choisir ses contraintes et je pense que c'est beaucoup plus, raisonnable de choisir ses contraintes pour avoir une vie qui nous plaît vraiment. Et finalement, une forme de liberté, c'est choisir ses contraintes, c'est ce que tu disais, puisqu'on n'est jamais libre tout, dans le sens où on vit dans une société avec d'autres personnes et on ne maîtrise pas ce qui se passe en dehors de nous. Oui, 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 ouais, c'est clair qu'on est interdépendants à très haute, échelle donc en choisissant nos contraintes et puis voilà, s'aménager une vie, qui nous convienne, et donc c'est ça aussi, c'est un message important, c'est dont le chemin nous plaît. Parce que la finalité, il y en a pas vraiment. Donc c'est surtout le quotidien, ce qu'on est en train de faire, les projets sur lesquels on travaille, les gens avec lesquels on collabore. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser, mais la plupart du temps, ça doit être plaisant, ça doit avoir du sens, parce que ce projet, c'est pas une finalité en soi, quoi. Et oui, le but de la vie, c'est de la vivre et d'apprécier le voyage. Exactement. Du coup, toi, tu as basé un peu stratégie sur une partie en business en ligne, immobilier et bourse. Oui. L'idée, c'est d'associer, ces 3 piliers ensemble et de les faire travailler de la manière que je trouve la plus optimale, possible. C'est-à-dire, la partie business en ligne offre beaucoup d'avantages, parce que tu peux le faire depuis n'importe où et cetera. Oui. Ça te génère de la crédibilité bancaire qui me permet d'emprunter pour, acheter de l'immobilier et puis, le cash que j'ai, bah, je peux le placer, en bourse pour me créer des revenus, complémentaires, que j'ai imaginé mon modèle comme étant une utilisation la plus optimale possible par rapport à mon objectif de ces 3 piliers. Tu as construit un système basé sur des revenus passifs. Oui, l'idée pour moi, ça a toujours été parce que je l'ai vu avec quand j'étais salarié où, en général, plus tu progresses dans la hiérarchie, alors ton salaire a tendance à augmenter bien sûr, mais plus tes contraintes, augmentent et en général, les Et oui. contraintes augmentent plus que le salaire et je me suis dit: «J'aimerais bien construire un système inverse où plus j'avance, plus je développe, plus j'investis, plus ma liberté augmente, en fait». Plus le Et que c'est système est autonome. et puis d'avoir un système, qui soit effectivement, autonome avec des parties interdépendantes pour une certaine résilience aussi, tout le fonctionnement avec ces 3 piliers. Une question que tu n'évoques pas dans ton bouquin, c'est la question aussi de l'accès et des genres liés à la relation à l'argent, parce que tu es un homme peut-être. Est-ce que quand tu accompagnes justement, personnes, via tes formations, tu observes des différences entre les hommes et les femmes dans leur relation à l'argent? Alors, en fait, j'ai travaillé sur cette question de relation à l'argent il y a assez longtemps, au début de mon blog, j'avais même fait des séminaires sur cette question-là, où on J'ai vu ça, accompagnait oui. des groupes et cetera. Donc si tu veux, c'est une question sur laquelle je me concentre moins aujourd'hui, qui, entre guillemets, «m'intéresse moins», c'est-à-dire que c'est plus un truc qui appartient aux gens. Et donc j'ai plutôt tendance, moi, à me concentrer sur les leviers de changement, indépendamment de leur relation à l'argent, et à leur apporter les outils, le soutien et l'aspect général. Ce qui fait que, si tu veux, aujourd'hui, je ne suis pas forcément en contact avec des gens qui ont des problèmes de relation à l'argent. En général, ces gens-là, ils n'arrivent pas jusqu'à moi. De toute façon, en général, c'est des gens qui s'arrêtent avant,
pour plein de raisons possibles, mais souvent, c'est des gens qui ne veulent pas investir sur eux, qui ne croient pas assez en eux sur ces aspects-là. Moi, ce que j'ai observé, en tout cas, dans les membres que j'ai pu voir, bon, depuis le temps, j'ai vu passer pas mal de gens, j'ai dans les membres des femmes qui ont extrêmement bien réussi, en fait. Et donc, j'ai juste vu que ces femmes-là, en fait, ne se posaient pas spécialement de questions sur le fait qu'elle soit une femme, quoi. C'est juste, j'ai un Elles avaient projet. dépassé ça, elles avaient dépassé Ouais, ça, en c'est fait. ça, en fait. J'ai un projet, je voudrais atteindre tel objectif. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre? Tu vois, de manière assez bon, rationnelle, en fait, comme le fait n'importe quel investisseur. Et donc, j'en ai vu plein avoir de très belles réussites. Alors, soit en solo, soit quand c'est en couple où les rôles sont répartis. Des femmes qui hésitent et qui n'investissent pas, du coup, ne sont pas aujourd'hui dans mes programmes, quoi. OK. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu, et qui t'ait aidé, à décoller tes activités? Le meilleur conseil que j'ai reçu, un conseil important, et c'est une question autour de la vente, qui est un sujet assez difficile pour beaucoup de gens. Le conseil qui m'avait été donné, c'est de dire que la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. C'est-à-dire que si tu n'es pas, toi, enthousiasmé par ton produit, ce que tu as à proposer, Faut tomber amoureux de son offre. ouais, la vente, elle va être difficile, quoi. Ah oui, oui. Ça va être compliqué, ça va être laborieux, tu vas ramer. Si tu es enthousiaste, il y a quelque chose qui se passe au-delà des mots, que la personne va percevoir, même quand c'est à l'écrit. Alors, à l'écrit, tu n'as que les mots, mais il y a un truc au-delà des mots même à l'écrit, c'est-à-dire le feeling général qui va ressortir, tu vois, Oui, oui. du C'est texte de vente. l'énergie qu'il y a autour de ça, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est un vrai truc. Donc voilà, à être dans ce transfert d'enthousiasme. Donc, ça veut dire, à la base, remonter sur avoir des offres qui t'enthousiasment toi-même, où tu te dis, putain, c'est trop cool, ça, c'est ce que j'ai créé ou ce sur quoi je bosse. Ça va vraiment avoir de l'effet, ça va vraiment aider les gens, ça va vraiment, tu vois, ça va être bien. En être fier et créer l'offre qu'on aurait aimé avoir, parfois. Ouais. Oui, 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 c'est souvent ça, hein. C'est ça, travailler sur le produit que tu aurais aimé trouver, c'est souvent une très bonne approche. C'est pas la seule, mais c'est une bonne approche. Et souvent, c'est de ne pas vouloir vendre à tout le monde, mais de vouloir vendre à son ou sa cliente idéale. Oui, alors accepter Mmh. de vendre à une très petite partie des gens, à ne parler qu'on se rend toujours compte que ça, il y a beaucoup plus de gens qui se reconnaissent dans le produit ou dans l'offre quand on a un message ciblé. Écrire un livre, c'était un rêve de gamin pour toi? Non, pas du tout. Alors, c'est pas mon premier livre, hein, mais écrire un livre, c'était pas du tout un rêve. Je l'ai reporté pendant 4 ans, ce livre, parce que Tu as fait de la c'est. procrastination active. Ouais, 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 ouais. Bah, le livre d'avant était sur la procrastination, d'ailleurs, tu vois, pour faire un petit clin d'œil là-dessus. Non, parce que bah, écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour moi une expérience qui est agréable au début, mais qui est toujours très désagréable à la fin parce qu'il faut boucler, il faut lâcher le truc à un moment donné. J'ai l'habitude d'être dans l'amélioration continue des choses. C'est ce que je fais dans mes programmes, dans tout ce que je fais. Là, tu rends le truc, c'est imprimé, ça circule, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, c'est une expérience qui, pour moi, est assez mitigée. Et puis, à la fin de chaque livre, je me dis, mais plus jamais j'écris un bouquin. Mais celui qui me fait signer sur un prochain bouquin, il sera très fort, mais plus jamais ça, quoi. Tu sais, ce genre de projet que tu lances, et après, c'est le projet qui dirige ta vie, quoi. Voilà, c'est vraiment ce genre de truc, quoi. Il faut rester dans le plaisir dans ce qu'on fait. Et du coup, pour conclure, est-ce que le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a décidé de marcher vers sa liberté financière? Bah, c'est de le faire, c'est de le faire, hein. C'est Faire des petits important pas. de le faire parce que, il y a personne qui le fera à sa place. Il y a un truc aussi, je pense important à comprendre, c'est de ne pas attendre de soutien. Je pense que c'est important. Les gens autour de vous ont tendance à, inconsciemment, à vouloir que vous ne changiez pas parce que si vous changez, ils vont devoir s'adapter à votre nouvelle manière de fonctionner, que ce soit du pratico-pratique comme des horaires ou de la disponibilité, ou que ce soit de l'attitude puisque vous changez peut-être de vision du monde, et donc vous avez pas forcément partagé les mêmes opinions qu'avant. Donc les gens autour de vous ne sont pas là pour vous soutenir. Et ils vont même plutôt avoir tendance à ne pas aimer que vous changiez, même s'ils disent le contraire. Donc, il ne faut pas attendre de soutien, je pense, de son entourage. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut avancer, apprendre. Et ça se fait au quotidien. Et c'est un peu tous les jours. Le meilleur truc à faire, c'est un peu tous les jours. Même si c'est 20 minutes je ne sais pas si on parle d'immobilier, 20 minutes de chercher des biens immobiliers, voir des annonces,
se poser des questions sur, tiens, pourquoi il est à ce prix-là? Appeler, demander à l'agent, voilà, cultiver ses compétences, 20 minutes par jour, ça peut faire, sur la durée, une très, très grande différence de trajectoire puisqu'on parle de quelques degrés et sur la durée, ça change complètement la destinée, hein. Et ça, c'est un des biais psychologiques que je vois chez pas mal de personnes. En fait, les gens pensent que pour changer les choses, il faut faire des choses extraordinaires. Mais en fait, le Mmh. changement arrive par l'effet cumulé. Tu as d'ailleurs un super bouquin là-dessus, l'effet cumulé de tous ces petits changements qu'on accumule et qui rentrent dans nos routines quotidiennement et qui font qu'en fait, on a changé de vie au bout d'un moment. Exactement, il ne faut pas sous-estimer par Mmh. l'effet de chaque, décision au quotidien. Et puis côté, pour revenir sur l'argent, le côté «à quoi bon?» Tu sais, souvent quand, les gens débutent dans la relation à l'argent et c'était mon cas au début, tu te dis: «Bah, à la fin du mois, il me reste 50 €, de toute façon, ça sert à quoi d'apprendre à gérer l'argent Oui. quand tu as pas d'argent?» Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est justement pour ça que tu as pas d'argent. C'est parce que tu sais pas le gérer et que si tu es pas capable de gérer 50 € par mois, comment veux-tu être capable d'en gérer 1 000, 2 000 ou 5 000 par mois? Et Donc justement, il faut commencer par te faire ton petit portefeuille à 50 € par mois pour te mettre le nez dedans et progressivement monter en compétences. On devient bon ou bonne. On n'est pas au exactement. démarrage. Exactement, exactement. Ça commence, à petite échelle. En fait, on peut appliquer les mêmes principes, ces principes qui nous resserviront plus tard, quoi, voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, écoute, merci en tout cas. Procurez-vous le livre et vous m'en direz des retours. Je suis toujours preneur d'avoir les retours des lecteurs, et en tout cas, c'est un livre, je pense, qui va avoir beaucoup d'impact et c'est comme ça que je l'ai écrit, quoi. Eh bien, je te remercie de cette interview. Je mettrai dans la vidéo et l'épisode de podcast les liens pour que vous puissiez avoir accès, à toutes les publications de Michael sur Esprit Riche et je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre bonus.